Mes chers amis, bien bonjour. Déesse ancienne, voire presque primordiale, redoutée tant par les dieux olympiens que par les mortels, Nyx est une divinité qui est connue notamment par les auteurs grecs comme par exemple Hésiode dans sa Théogonie et qui est également aussi réputée pour avoir engendré un certain nombre de divinités secondaires ou tout simplement ce qu'on appelle également des allégories voire des daemons. Dans cet épisode, je vous propose justement de découvrir cette divinité très ancienne de la mythologie grecque, très connue justement dans les écrits, dans la littérature principalement des auteurs grecs, et que l'on retrouve dans la culture populaire dans le jeu vidéo Hades, et que l'on connaît également pour les maquilleurs professionnels par rapport au fait que le nom Nyx a été repris par justement une célèbre marque de maquillage appartenant au groupe L'Oréal Paris. Nyx ou Nox en latin est la déesse de la nuit qu'elle incarne dans de nombreuses théogonies des ténèbres et est également associée au premier temps de la création. Ses origines sont alors expliquées par plusieurs théogonies, mais celle qu'on retient le plus c'est celle d'Hésiode, la théogonie d'Hésiode, et qui est l'une des sources principales qu'on utilise quand on parle de mythologie. Nyx serait alors la fille de Chaos et la sœur d'Éreb avec qui elle aura plusieurs enfants et on en parlera un tout petit peu plus tard. Dans la théogonie orphique, donc liée à Orphée, pour ceux qui se demandent d'où ça vient, Nyx serait issue tout simplement de tout ce qui est autour des éléments cosmiques. Donc elle n'aurait pas d'origine purement, on va dire, autour des entités, d'une entité divine quelconque. Elle serait tout simplement née comme ça, peu comme un cheveu sur la soupe. Selon les sources, elle habiterait autour, on va dire, de la pays d'Atlas, donc du moins ce qu'on peut situer comme étant aux alentours du pays d'Atlas, même au-delà de ce dernier, dans l'extrême occident et dans la zone qu'on dit non loin du pays des morts et non loin du repère des Kidna, donc une espèce un peu d'entre-deux. Mais après, comme vous le savez, les localisations d'habitat entre guillemets des divinités, on se base un peu sur les écrits, mais on se base plus ou moins sur la géographie du monde, on essaie de donner une origine, mais comme vous le savez, c'est une origine purement, on va dire, fantasmée, plus ou moins. Dans la mythologie grecque, Nyx est connue pour avoir eu énormément d'enfants, seule avec Éreb et d'autres entités divines avec qui elle aura engendré encore une fois beaucoup d'enfants. Avec Éreb, donc son frère, Nyx a eu Éther ou Aéther, Héméra, Jour, Épiphron, Prudence, Aléos, la pitié ou la compassion, peu importe, et Charon que nous avons déjà traité sur cette chaîne qui est le nocher des enfers. Avec l'Achéron, elle met au monde les Érémies qu'on a déjà également traité sur cette chaîne, donc des entités un peu chimériques, presque croque-mitaines, que l'on connaît plus ou moins, ce qui sont, à dire, des entités certes un peu secondaires de la mythologie, mais qui sont quand même également présentes. Avec Chaos, elle donne naissance également au concept de destin, donc une fois à des allégories. Il faut savoir que Nyx, dans la mythologie grecque, c'est une divinité qui donnera l'essence, alors ce que beaucoup de spécialistes appellent des allégories, ou chez les Grecs des daemons, des espèces un peu en gros de divinités très secondaires. Mais globalement, voilà un peu ce que Nyx aurait donné naissance, et du moins c'est ce qu'on en retiendra le plus. Par elle-même, elle crée également plusieurs concepts, ce que les spécialistes appellent, comme je vous dis, daemon, et encore une fois, des allégories. Toutefois, les auteurs romains donnent malgré tout, pour justifier le fait qu'elle ait eu ses enfants, comme père Éreb, comme quoi les deux univers, que ce soit grec et romain, malgré qu'ils se rejoignent beaucoup sur certaines choses, ne sont pas toujours d'accord. Et cela se retrouve notamment chez Cicéron et chez d'autres en fait. Toutefois, la mythologie grecque reste quand même sur ses positions et maintient le fait qu'elle a engendré seule ces enfants-là. Donc, toute seule, Nyx donne naissance à Moros, sort, qui reste la noire, Thanatos, que l'on connaît mort, du moins la mort, l'incarnation de la mort, Ipsos, sommeil. Alors Thanatos et Ipsos, ce sont souvent des divinités secondaires, des entités très souvent trônent à côté de Nyx, dans certaines représentations. Donc il n'est pas, on va dire, aberrant de les retrouver tous les trois ensemble. Donc il faut bien avoir ça en tête. La race des songes, les 1000 Onéiron, Momos, sarcasme, Aosis, détresse, les Hespérides qu'on a déjà vu précédemment, les moires qu'on a traitées également sur cette chaîne, ou les parcs, selon si vous vous situez chez les Grecs ou chez les Romains, les Kérès qu'on a déjà également abordés également sur cette chaîne quand on a abordé les moires, mais également d'autres sujets, Némésis, justice, du moins de ce qu'on peut qualifier de justice, Apathée, rusé, de tromperie, du moins c'est le concept de tromperie, Philotès, alors l'amour physique, mais comprenez amour S, voilà, comprenez plutôt ça, Géras, vieillesse, et Eris, discorde. Eris, vous la retrouvez pour ceux qui ont regardé l'animé de Simbad le marin, vous retrouvez
une divinité nommée Eris, et c'est également la même chose. Donc Eris, c'est la personnification de la discorde. Certains auteurs en font également la mer de Styx, dont le fleuve Styx, mais de façon générale, les auteurs grecs s'accordent sur le fait que Styx relève plutôt de Océan et de Thétis que de Nyx. Donc déjà, ça, c'est à éliminer. Comme pour beaucoup de divinités, Nyx n'a pas forcément un mythe qui lui est propre. Sur sa naissance, sur des faits ou ce genre de choses, elle n'a rien. Toutefois, on peut souligner une petite intervention de Nyx dans un conflit qui va opposer Ipsos, le sommeil, l'incarnation du sommeil, et Zeus. En effet, Ipsos est chassé de l'Olympe pour avoir quelque peu contrarié le seigneur de l'Olympe, car ce dernier se serait endormi par Ipsos, et du coup, une fois endormi, sa femme Héra, on peut supposer que Ipsos a été un peu l'acteur infortuné de certains événements. Pendant que Zeus dormait, Héra en a profité pour déchaîner sa haine sur Hercule. Furieux, Zeus ne peut s'empêcher de rentrer dans une colère noire et jette le fils de Nyx dans la mer afin qu'il se noie. Sa mère tente quand même d'intervenir pour prendre la défense de son fils, à savoir qu'il était peut-être probable que Héra ait manipulé Ipsos pour justement en arriver là, mais Zeus n'en a eu que faire et ça n'a servi strictement à rien. Donc c'est la seule intervention que l'on peut dire, que l'on peut faire concrètement de Nyx. Mais il faut garder quand même quelque chose en tête, c'est que même si Zeus dans cet épisode tient tête à Nyx, elle fait partie un peu de ces divinités que même le seigneur de l'Olympe craint, de même que les humains. En fait, Nyx fait partie un peu de ces divinités, un peu comme pour les moires, que on vénère ou qu'on respecte, mais que l'on craint en même temps. Et c'est pareil en fait par rapport justement à Nyx et aux moires, c'est-à-dire que même Zeus n'ose pas contrarier les moires, même Zeus n'ose contrarier Nyx, et ben là c'est exactement ça en fait. Concernant les représentations de Nyx, et selon on va dire ce que Homère peut nous en donner, Nyx est représentée sous la forme d'une déesse ailée, couronnée d'une auréole de brume, conduisant un char noir tiré par 2 chevaux noirs de courseurs, dans des courseurs c'est des chevaux, accompagnés comme je vous l'expliquais de 2 de ses enfants, probablement Ipsos et Thanatos, probablement et plutôt sûr, l'un habillé en blanc et l'autre habillé en noir, qui est plutôt le symbole de la mort pour celui qui est habillé en noir. Cette représentation se retrouve déjà dès l'époque archaïque, ce qui montre que Nyx est une divinité qui n'est pas nouvelle, c'est une divinité qui est déjà très présente, au même titre que beaucoup d'autres divinités, mais c'est une divinité que déjà on associe énormément à la création de beaucoup de concepts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Nyx, c'est pas une divinité où on va avoir beaucoup de renseignements sur son culte ou ce genre de choses, mais toujours est-il qu'elle est toujours associée à quelque chose. C'est une divinité où certes on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur elle en particulier, on en a beaucoup plus sur ses, on va dire, enfants, du moins c'est la progéniture qu'elle a eue soit toute seule, soit avec Ereb, soit avec d'autres, mais à part ça, il est vrai qu'on a très peu d'informations sur elle. Donc ce qu'il faut en comprendre, c'est que Nyx fait partie de ces divinités qui étaient déjà là bien avant l'époque des Titans, bien avant l'époque des Olympiens. C'est une divinité qui est énormément crainte, mais c'est une divinité sur laquelle malgré tout on a très peu d'informations. Les théogonies successives nous donnent un peu certaines informations, notamment celle de la théogonie d'Hésiode, qu'on a déjà mentionné plusieurs fois sur cette chaîne, que vous commencez un petit peu à connaître aussi, puisque je la mentionne assez régulièrement. Mais mis à part ça, on n'a pas forcément beaucoup de renseignements. Nyx relèverait presque du personnage littéraire, on en parlera dans la seconde partie, mais à part ça, c'est vrai que c'est pas la divinité sur laquelle on a le plus d'informations et qui est peut-être la plus représentée. Certes, elle représente le concept de nuit, mais la nuit peut être un peu inquiétante, ténébreuse, sombre, et c'est peut-être aussi pour ça que par moment on a peut-être du mal à se faire une idée. Nyx est également associé au jour, à son fils Jour et Méra, donc ce qui montre que Nyx et Jour, enfin du moins nuit, puisqu'on va traduire par le mot nuit, et Jour sont très souvent mis ensemble un peu en couple dans les représentations, dans les cultes ou ce genre de choses. On verra un petit peu brièvement tout à l'heure dans la seconde partie. Mais à part ça, c'est vrai que voilà, il n'y a pas forcément foule en matière de informations sur elle, ce qui est un petit peu dommage malheureusement. Mais voilà, c'est une divinité qui est malgré tout importante, c'est une divinité qu'on dit primordiale des premiers temps de la création, donc bien avant les Olympiens, bien avant les Titans, bien avant tous les autres. Et on verra après que dans la seconde partie qu'elle est associée à des divinités qui, pour certaines fonctions, sont assez rapprochantes de ce qu'elle est déjà. Dans les sources sur l'histoire des divinités grecques, ou du moins les théogonies, la plus importante et qui fait l'objet de bon nombre de commentaires au fil du temps, tant par Échille que par d'autres par exemple, dans les auteurs grecs, c'est, comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, la théogonie d'Hésiode. C'est celle qui va nous donner, on va dire, le plus de renseignements
sur les dieux de manière générale. On va retrouver des renseignements certes dans d'autres récits, dans d'autres poèmes, si on prend l'exemple de l'Odyssée, de l'Iliade et tout ça, mais c'est vrai que quand on parle de mythologie, quand on parle de divinité, on va automatiquement plus ou moins citer la théogonie d'Hésiode. Dans son ouvrage, l'auteur fait de Nyx la mère, on va dire, d'enfants plus ou moins remuants, plus ou moins infernaux. Donc on lui accorde déjà un caractère infernal qui a engendré des enfants infernales. Dans la pratique religieuse, pour, on va dire, mettre un peu de contexte, Nyx est très souvent associé à son fils Jour, donc Héméra concrètement, tant dans le culte que dans les théogonies que chez les poètes, donc elle n'est jamais toute seule. On verra aussi qu'elle est aussi également associée à Ipsos et à Thanatos, donc elle n'est jamais représentée toute seule. Elle a toujours en fait une espèce d'équilibre entre deux concepts ou un concept. Là, c'est l'équilibre nuit et jour. Donc en fait, ce qui fait fonctionner globalement le monde, c'est-à-dire la nuit et le jour, et globalement, on va dire la fragmentation également des journées, si on peut dire ça comme ça. Dans certains cultes, en tout cas, Nyx est représentée, on va dire, aux côtés de d'autres divinités, mais qui ne sont pas de sa génération. C'est-à-dire qu'elle va faire un peu l'objet de cultes à mystère, comme on pourrait voir par exemple pour Dionysos ou pour Déméter, mais également pour Artémis. Alors Artémis, ce n'est pas totalement fou. Artémis est une déesse lunaire, donc associée à la lune, associée à un certain nombre de valeurs, associée à la chasteté et à ce genre de choses. Donc c'est pas totalement fou. Déméter et Dionysos, ça peut s'expliquer en partie parce que Déméter et Dionysos, quand on se penche un peu sur leur cas, ce sont deux divinités qui ont un caractère un peu infernal, un peu au même titre que Nyx avec ses enfants. Donc c'est pas totalement fou qu'on les associe un peu ensemble, puisque d'un côté on a une déesse lunaire qui est très proche de la nuit, très proche des ténèbres, donc ce genre de choses, et d'un autre côté on a deux divinités aux caractères infernal, au caractère un peu mystérieux, dont les cultes, si on prend l'exemple d'Éleusis, ce sont des cultes à mystère, des cultes un peu secrets, donc ce n'est pas totalement fou qu'on retrouve même Nyx là-dedans, et ainsi que d'autres divinités liées justement un peu à cette espèce d'ambiance un peu secrète, sombre, mystique, ce genre de choses. Le caractère ancien et primordial de Nyx l'amène également à être associé à Gaïa. Alors voilà pourquoi je vous disais dans la partie précédente qu'elle va être associée à d'autres divinités. Donc là on a vu que dans le cadre de culte, brièvement certes, bien spécifique, qu'elle est associée à des divinités soit à mystère, soit en lien avec ses fonctions de déesse de la nuit, et à Gaïa. Alors pourquoi, vous allez me dire, on l'associe à Gaïa puisque ce n'est pas la même génération. Gaïa en fait, comme je vous l'avais expliqué, je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode que j'ai fait sur Gaïa il y a quelques temps, il y a à peu près un an. Gaïa, c'est la déesse de la terre, c'est celle qui a, on va dire, créé d'une certaine manière le monde, mais le monde au sens physique, selon bien entendu les théogonies, selon bien sûr tout ce genre de textes. C'est la déesse qui a mis au monde les titans, les cyclopes et bien d'autres choses. Donc c'est une déesse qui est créatrice. Principalement, c'est une déesse mère, entre guillemets. Et certains textes, certains spécialistes mettent en lien Nyx et Gaïa parce qu'elles ont toutes les deux sur ce principe la même fonction. C'est-à-dire que Gaïa, puisqu'elle a créé, on va dire, le monde physique tel qu'il est, Nyx a mis au monde, on va dire, concepts des divinités secondaires, mais qui représentent des concepts des allégories. Donc elles ont une vocation de déesse, on va dire, mère à leur échelle toutes les deux et d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on les associe également énormément et elles ont un caractère un peu primordial dans tout ce qui est création du monde. Alors Nyx encore plus parce que ça fait partie de la toute première génération et Gaïa de la seconde, mais globalement c'est une divinité, donc ce sont des divinités plus ou moins créatrices, des divinités qui sur le principe n'est pas totalement fou qu'ils associent, mais encore une fois il faut bien comprendre un truc, c'est que Nyx est une divinité primordiale, Nyx et ainsi que d'autres divinités ont un caractère un peu à part, c'est un peu comme pour les morts, comme je vous l'expliquais, ce sont des caractères assez à part. En effet, les deux divinités sont des entités primordiales la plupart du temps, associées à la création, l'une avec Ereb, donc Nyx, et l'autre avec Uranus. Et dans cette perspective, les deux divinités sont associées plus ou moins au mal et à la mort, alors d'une certaine façon encore une fois. Dans la cosmogonie orphique, donc encore une fois avec l'orphisme, Nyx est considérée comme étant celle qui aurait créé tous les êtres qui existent, un peu comme Gaïa. Donc encore une fois, on associe les deux divinités à un événement créateur, à quelque chose qui remonte à la nuit des temps. Donc on met en parallèle deux divinités, l'une tout aussi puissante que l'autre à leur échelle, ce qui fait que les spécialistes ont tendance un peu à se dire, et même les auteurs de l'époque, que ces deux-là auraient presque un rôle complémentaire l'une avec l'autre. Les spécialistes considèrent d'ailleurs que Nyx ainsi que ce parallélisme avec Gaïa serait un peu à l'origine d'une certaine forme de matriarcat, tout en conciliant quand même un concept de
patriarcat. Alors franchement, mettez ça avec des très très gros guillemets, je le mentionne, mais mettez ça avec des très très gros guillemets, que ça ne soit pas non plus dévoyé. Comme je vous l'ai expliqué, chez les Grecs, chez les Celtes, chez les Romains, on est d'accord sur le fait que ces civilisations-là font des femmes les sources créatrices du monde, contrairement aux Égyptiens qui pour le coup c'est inversé. C'est la femme qui est à l'origine du ciel et l'homme à l'origine de la terre, c'est un peu inversé chez les Égyptiens, mais globalement, prenez ça avec beaucoup de pincettes. C'est vraiment, c'est une interprétation qui certes peut être intéressante à creuser, mais encore une fois, attention ne pas dévoyer justement quand on utilise les mots matriarcat, patriarcat, des fois ça part un peu dans certaines réflexions, des fois qui sont un peu hors sujet, donc faites très attention. Dans certaines traditions delphiques, en lien avec Delphes et probablement le sanctuaire de Delphes, de temps en temps, Nyx remplace presque Gaïa dans le rôle de, on va dire, la mère créatrice. Et chez Homère, Nyx est apparentée au vent ou harpie, probablement à cause un peu de sa forme de déesse ailée, principalement. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire globalement? C'est que Nyx est une divinité où on a peu d'informations pertinentes en dehors de la littérature, les auteurs nous en donnent. C'est un peu partie de ces personnages littéraires, du moins ces divinités littéraires, qui sont mentionnés, qui sont connus, mais où on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Toutefois, on peut quand même en dégager quelque chose, c'est que les spécialistes, les auteurs grecs aussi de leur temps, pouvaient faire un parallélisme entre ce qui relevait de Nyx et ce qui pourrait relever de d'autres divinités. On associait par exemple Nyx et Gaïa, ou du moins on pouvait les associer, on pouvait les mettre un peu coude à coude toutes les deux sur certaines choses, sur l'acte créateur, sur ce genre de choses. Le fait qu'elles soient associées dans certains cas de figures, dans certains cultes, à des cultes en lien avec Dionysos, Déméter ou encore Artémis, ce n'est pas totalement faux, parce que si on regarde bien les fonctions de chacun, les mythes de chacun, on s'aperçoit qu'il y a souvent une part infernale du côté par exemple de Déméter et de Dionysos, et chez Artémis il y a vraiment le côté déesse lunaire, déesse vierge, déesse on va dire protectrice des jeunes filles également. Donc c'est peut-être pas totalement faux qu'on les associe ensemble. On a attribué également à Nyx un caractère infernal. Alors le caractère infernal peut se justifier par le fait qu'elle a mis au monde des divinités secondaires, des concepts, des allégories qui sont en lien un peu avec le caractère infernal par exemple de l'humanité, avec le caractère par exemple infernal de ce que peut être la vie tout simplement, la vieillesse, la justice, le sommeil, ce genre de choses. Le sommeil peut être aussi, peut avoir un caractère infernal avec cauchemar, la détresse, bref avec tout ce genre de choses. Les moires aussi ont un caractère infernal d'une certaine manière, puisque ce sont elles qui vont écrire, réguler le destin de chacun. Les Kéresses, ce sont des divinités qui sont un peu des divinités un peu charognards sur les champs de bataille, donc déjà encore une fois des divinités en lien avec le caractère infernal. Thanatos en est une d'une certaine façon. Donc quand on regarde un peu tous les enfants de Nyx, on s'aperçoit que oui, c'est des concepts qui sont, on va pas dire des concepts négatifs parce qu'il faut pas non plus exagérer, mais c'est des concepts qui sont du caractère un peu de l'humanité, mais peut-être du caractère de ce que l'humanité peut-être a de plus sombre sur certains aspects. Tout ce qui est autour de la discorde, la vieillesse, vieillir peut être infernal sur certains aspects. Tout ce qui est autour, par exemple, du sarcasme, ce genre de choses, un peu de cette, entre guillemets, négativité qui fait que on pourrait dire que Nyx, sur ce point-là, a mis au monde des créatures infernales. Mais si on va du côté, par exemple, de Gaïa, Gaïa aussi a mis au monde des créatures infernales, notamment avec les titans, avec les cyclopes. Alors les cyclopes, on a vu, avec Persée, et puis plus tard on le verra aussi avec Poséidon. Persée va donner des lettres de noblesse aux cyclopes, à savoir que ce sont des bâtisseurs, ce sont entre guillemets des ingénieurs du bâtiment, si on voulait vraiment leur donner un titre en particulier. Et chez Homère, c'est plutôt, avec Polyphème, des créatures plutôt primitives, plutôt ce genre de choses. Donc il y a deux écoles à ce niveau-là. Les hécatonchires avec leur multitude de pieds et tout ça, donc des créatures tout aussi infernales, tout aussi féroces. Donc quelque part aussi Gaïa a également un côté infernal sur certaines choses, puisque sa progéniture elle, en elle-même est de ce caractère-là. Les titans le sont tout autant. Je rappelle que Cronos, sous prétexte qu'il craignait de se faire détrôner, a quand même avalé ses enfants. Donc le caractère infernal se retrouve des deux côtés, pas forcément de la même manière, mais il se retrouve également de deux côtés. Donc le parallélisme entre Nyx et Gaïa est pas fou dans l'ensemble. Si on regarde bien, il est, puisque on retrouve vraiment ce caractère de mère, on va dire de mère au sens mère primordiale, j'ai envie de dire au sens déesse mère, voilà, et le caractère infernal par la progéniture principalement. Le caractère infernal aussi par le caractère elle-même de la divinité, mais beaucoup par la progéniture. Donc s'il faut retenir un peu de Nyx, et malgré le peu d'informations qu'on peut en trouver malheureusement, et c'est pas faute d'avoir creusé, et en essayant un peu de dégager tout ce qui est autour un peu de la littérature et tout ça, pour avoir quelque chose de peu plus consistant, parce que l'Agapar on en fait beaucoup, comme beaucoup de divinités qu'on a très peu d'informations, on en fait par moment un personnage littéraire. C'est pas l'angle que je voulais, donc voilà ce que j'ai pu trouver
trouvé qui pourrait mériter d'être un peu plus creusé et peut-être qui pourrait mériter de faire l'objet de futures recherches pour ceux que ça pourrait intéresser. En conclusion, c'est que nous pouvons dire, c'est que Nyx est une divinité qui est plutôt reliée, on va dire, aux temps anciens. Bien avant Zeus, bien avant tout le reste. C'est une divinité qui est certes connue pour avoir engendré, comme je vous l'ai expliqué, des entités par elle-même, comme beaucoup d'autres divinités, que ce soit chez les Grecs, chez les Romains, mais également chez les Égyptiens. Mais elle est également connue surtout pour sa progéniture, parce qu'elle a engendré des divinités dites secondaires, des daimons ou des allégories également. On peut parler plus de divinités secondaires plutôt qu'autre chose, puisqu'on va retrouver chez ses enfants Némésis qui est l'incarnation de la justice, on va retrouver Thanatos qui est plutôt symbolisé par la mort, on va en retrouver beaucoup d'autres comme ceci, et c'est une divinité certes qui fait partie un peu de ces entités que l'on connaît pas forcément toujours très bien. C'est également elle qui a engendré les Érénies, nous en avions déjà parlé, je vous renvoie à l'épisode sur les Érénies si le sujet vous intéresse, mais c'est globalement une divinité qui est un peu celle qui a engendré un certain nombre de, on va dire, de représentations, du moins d'idées, d'allégories ou de divinités secondaires que l'on retrouve principalement dans la littérature grecque, mais aussi par moments dans le culte lui-même grec. On a vu que le culte en soi de Nyx était énormément lié au jour, à Héméra, le jour en grec, et que c'est une divinité qui est pas forcément, on va dire, extrêmement dissociable de d'autres. On a vu également que certains auteurs l'associent également à Gaïa, puisque ce sont des divinités, on va dire, primordiales, à l'origine de beaucoup de choses. Gaïa est à l'origine d'abord des temps où elle a engendré Chronos, puis après Chronos et Rhea des Olympiens. Donc elle est un peu la grand-mère des Olympiens que l'on connaît aujourd'hui. Je vous renvoie à l'épisode justement sur Gaïa si le sujet vous intéresse. C'est le rapport entre Gaïa et Nyx. On voit très bien que ce sont des divinités que l'on qualifie presque de primordiales puisqu'elles sont à l'origine en fait d'un tout. Donc j'espère qu'en tout cas que cet petit épisode vous aura plu, vous aura intéressé. Il est vrai qu'il n'est pas toujours évident de trouver des informations sur des divinités comme ça puisque souvent ces divinités sont par moments des personnages littéraires, des créatures littéraires, et il n'est pas toujours facile en fait de trouver des informations pertinentes qui ne relèvent pas du monde littéraire mais qui sont plus, on va dire, dans l'ordre justement de l'historique. Le culte par exemple Nyx est un culte en fait qui est beaucoup lié à d'autres cultes comme par exemple Gaïa ou tous les autres, voire même dans certains espaces on la met également avec d'autres divinités. Mais c'est une divinité qui, quoi qu'il en soit, est pas forcément sur laquelle on a, j'ai l'impression, le plus de renseignements, ou du moins ce pas les renseignements qui pour notre côté nous intéressent. Ce sera plus, on va dire, pour tout ce qui est autour de la littérature, un peu comme d'autres divinités qu'on a traitées depuis un petit moment. Donc c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de trouver les informations qui peuvent être pertinentes et intéressantes pour l'axe qu'on veut faire. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aurez rencontré malgré tout cette divinité que l'on connaît par le biais du jeu vidéo Hades pour ceux qui sont très geeks et par le nom de NYX Cosmetics pour ceux qui sont dans le monde du maquillage ou qui s'y intéressent. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Spotify et sur mon TikTok où je publie une fois par mois en fin de mois. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là prenez bien soin de vous.